Merci à vous d'être aussi nombreux et présents à ce webinaire. Nicolas Dornier, je suis co-gérant de SICOE et on partage cette présentation avec Frédéric Saccoman, directeur des vignerons de la Voie d'Héraclès. Bonjour. Voilà. J'entame par les 5 premières minutes. SICOE Déchets à vivre, c'est déjà une signature qui montre notre engagement dans la démarche chez Durable. Nous avons 30 ans d'expérience dans le domaine vinicole et ce travail avait déjà fait en partie une présentation lors de la conférence du CITEVI organisée en 2019. Un petit constat de départ, simplement pour dire qu'aujourd'hui, dans le domaine vinicole, on parle beaucoup de démarches HVE au niveau de la vigne. Pour autant, rien n'est écrit et rien n'est incitatif dans la partie construction, et pourtant Dieu sait que la construction est responsable de 40% des émissions de CO2, donc il est vivement conseillé d'être irréprochable dès à présent dans la conception des bâtiments qu'on utilise en vinification. On aura le choix sur les projets d'être dans des conceptions de création ou de rénovation. Dans le choix de la création, le développement durable, la démarche s'inscrit dès le choix de la parcelle en cherchant à optimiser la topographie du terrain, en utilisant la gravité, en essayant de s'inscrire dans une implantation paysagère remarquable, en intégrant la proximité aussi des accès. Tout ça avec une architecture qui doit être partagée en philosophie avec le maître d'ouvrage, afin aussi d'optimiser l'ensemble des volumes nécessaires. Alors, créer ou rénover, un exemple d'une rénovation également, où on voit l'impact que peut avoir sur la vie d'un bâtiment une rénovation réfléchie. Les différents domaines d'intervention vont être à la fois sur des choix techniques dans l'architecture et dans la technicité des bâtiments, bien sûr aussi sur des choix de matériaux. Un des volets majeurs dans notre métier, où nous sommes forts consommateurs d'énergie, c'est l'ensemble de la maîtrise thermique, tant sur les process de vinification que sur les procédés d'élevage, bouteilles ou barriques ou cuves. Et puis, c'est bien sûr toute la maîtrise des consommations, que ce soit des consommations d'eau, d'électricité, de gaz et autres consommables. Un exemple d'intervention sur la maîtrise thermique, aujourd'hui, on essaye d'introduire de plus en plus souvent, même si c'est loin d'être généralisé, la notion de simulation thermique dynamique. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Pour autant, c'est ce qui permet, par le biais de cette étude, d'optimiser les bons choix de matériaux, tant dans leur définition que dans leur dimensionnement, dans les épaisseurs, dans la façon dont on va concevoir un bâtiment, de manière à amener l'isolation nécessaire, sans pour autant dépasser les besoins, mais retrouver le bon équilibre entre conception du bâtiment et besoin en maîtrise thermique, de manière à avoir les beaux équilibres coût d'investissement et coût d'exploitation. Un exemple également en maîtrise thermique qui est l'intégration du free cooling qu'on essaye d'optimiser également et de généraliser. C'est le free cooling, c'est l'utilisation de l'apport thermique, que ce soit chaud ou froid, qu'on peut extraire à travers des ventilations naturelles ou forcées, en utilisant donc les capacités thermiques extérieures que peuvent nous apporter des nuits fraîches ou des nuits plus chaudes en fonction de la saisonnalité, et de ventiler ainsi sans apport énergétique, en tout cas sans consommation énergétique, de pouvoir maîtriser les ambiances de bâtiments. De la même façon, on utilise, on est vigilant sur bien sûr l'isolation thermique avec une expression et une image sur l'intérêt de l'isolation thermique par l'extérieur. Le choix et la discussion souvent que nous avons chez nos clients, notamment sur des chais d'élevage, de l'intérêt et du coût ou du surinvestissement que peut représenter un chai enterré en face versus l'ensemble des économies énergétiques que l'on peut avoir en termes de climatisation et d'isolation.
L'intégration également des apports de lumière qui permettent naturellement d'éclairer et d'exploiter un bâtiment en limitant l'utilisation de l'éclairage artificiel. Et puis, élément important aussi, c'est la végétalisation extérieure qui permet de créer des écrans et de limiter les apports solaires sur les façades des bâtiments par le biais de ces éléments végétaux. Une petite diapositive pour illustrer la maîtrise de l'eau. Je sais que d'autres intervenants vont pouvoir le développer par la suite, donc je ne vais pas m'étendre, mais on généralise dans ces démarches HQE la réutilisation des eaux de toiture ou éventuellement certaines eaux de voirie après des huilages, ce qui peut représenter quand même des éléments, des quantités importantes d'eau récupérée pour des utilisations d'arrosage, mais aussi d'eau de traitement, notamment dans l'utilisation, dans ce cas, l'utilisation viticole sur des traitements de parcelles de vigne. Si on recentre l'ensemble des points sur lesquels nous intervenons dans le cadre des démarches HQE qu'on peut avoir chez de nombreux clients, avec des niveaux d'implication qui sont différents en fonction de la dimension des projets. On a parlé choix de matériaux, du free cooling, de la récupération de chaleur qu'on essaie de systématiser maintenant sur tous les groupes de frigorifiques, sur les compresseurs d'air afin de produire de l'eau chaude sanitaire, la mise en place de variateurs de vitesse sur de nombreux équipements et qui permet là aussi d'optimiser la consommation électrique. L'intégration d'énergies nouvelles et notamment surtout de panneaux photovoltaïques pour aller dans le sens de l'autoconsommation et de la consommation donc sur site de l'énergie produite. Gestion de l'eau, alimentation en eau potable, traitement de tout ce qui est revêtement de sol, forme de pente, choix des matériaux afin d'optimiser la consommation, mais aussi la production d'effluents. Et donc, récupération de pluie, on en a parlé. Le HQE, c'est aussi la gestion d'un chantier. C'est de minimiser l'impact environnemental que peut intégrer la création d'un outil ou la construction et même dans toute la phase de chantier. C'est s'orienter aussi sur des choix d'entreprise locale, sur une provenance de matériaux avec le circuit on ne peut plus court si c'est possible. Voilà, je vais laisser la parole à Frédéric qui va illustrer la collaboration que SICOE a pu avoir avec les vignerons de la Vallée d'Héraclès dans la construction d'un chai pour la première cave coopérative bio de France, voire d'Europe, qui était aussi donc la première cave de cette dimension qui a intégré la conception elliptique d'un chai avec une cuverie concentrique qui fait partie aussi des conceptions avec cet objectif de chai durable. Je laisse la parole à Frédéric. Allez. Donc, Balkis, tu noteras que ce n'est pas moi qui ai pris 3 minutes de retard, c'est Nicolas. Oui, je note bien. Bonjour à tous. Alors, simplement, effectivement, Héraclès, comme l'a dit Nicolas, première cave bio de France avec cette année 90 000 hectolitres de vinification. Une cave qui couvre 1100 hectares et qui est à 90% bio. Donc, on peut aussi se targuer d'être le premier site de vinification de vin sans sulfite du monde. Donc, un engagement vignoble qui est pris depuis maintenant plus de 25 ans, donc avec un engagement de tous nos coopérateurs, bien sûr, autour des démarches environnementales, et donc, par extension, une volonté de faire un bâtiment à l'image du vignoble. Une implantation aussi à noter quand même que nous sommes voisins immédiats de la source Perrier, donc avec des engagements notamment par rapport à ceux qui se trouvent sous les sols, qui devaient se révéler au niveau du chai, à l'image de ce que nous faisions, bien sûr, au niveau des vignes. Si Nicolas peut avancer d'une diapo. Voilà, donc la durabilité, déjà, comment elle s'inscrit chez nous? Elle s'inscrit tout simplement par un chai qui est évidemment évolutif. Dans son premier périmètre, dans sa première construction, on est parti sur un chai qui permettait de vinifier 75 000 hectolitres de vin. Il s'avère que notre succès est tel que nous prévoyons pour cet hiver un agrandissement déjà de la cave c'est tout l'intérêt bien sûr de la réflexion avec SICOE,
sans détruire des choses qui avaient été conçues il y a 3 ans. Bien évidemment, la durabilité passe par le fait que cette cave est évolutive et nous allons rajouter, entre autres, 30 000 hectolitres de cuverie sans rien, je dirais, changer au schéma directeur initial. Cette cave, s'il te plaît, Nicolas, si tu peux avancer. Cette cave, bien sûr, comme l'a dit Nicolas, a été conçue pour avoir une emprise au sol optimisée, une forme ronde, qui est assez innovante, bien évidemment. On reverra après un petit peu l'intérêt aussi de cette ergonomie-là, tant dans le cadre du confort de travail, je dirais, pour les cavistes, que pour aussi une problématique, bien sûr, de free cooling et autres. Donc voilà, donc un aspect extérieur, outre l'aspect esthétique, bien sûr, un chai avec une façade où vous voyez notamment les cuves qui apparaissent au travers de la façade. Ça peut sembler que design, s'il s'avère qu'à l'usage, évidemment, ça a d'autres intérêts, notamment pendant les phases fermentaires, donc en fin d'été, on profite de la chaleur extérieure et du soleil pour pouvoir apporter de l'énergie dans les cuves. Et ensuite, pendant l'hiver, ce sont des cuves qui se retrouvent rapidement vides et quelque part, ça fait un écran aussi thermique, je dirais un pont thermique entre l'extérieur et l'intérieur de la cave. À noter, au-dessus des cuves, là, ce que l'on voit là où la lumière passe, beaucoup d'ouvertures qui permettent, outre le free cooling, aussi la sécurisation totale du chai pour les salariés, puisqu'il y a une aération naturelle et non forcée, donc une circulation d'air dans le chai, qui préserve tous mes salariés du risque majeur en vinification, qui est l'intoxication au gaz carbonique. Bon, de la récupération d'énergie, bien évidemment que toutes les installations de compression ont été conçues et imaginées pour transformer l'énergie perdue lors des compressions en eau chaude. Cette eau chaude, évidemment, nous servant derrière à faire le nettoyage, à faire tous les travaux de chai nécessaires, je dirais, à moindre coût. Après, au niveau de l'utilisation de l'eau et de la consommation d'eau, alors très simplement, bien sûr, un chai qui est totalement revêtu de résine pour éviter, je dirais, la nécessité de beaucoup d'eau pour laver le chai. Et on va voir normalement sur la diapositive d'après, ah non, elle a sauté peut-être, un traitement des eaux usées que nous avons, alors je ne sais plus si c'est la diapo d'après, un traitement des eaux usées que nous faisons par évaporation aussi. Bien sûr, on a des bassins d'évaporation, l'intérêt étant de traiter les eaux usées à coût énergétique nul. Et ensuite, donc la diapositive, comme nous montrait Nicolas, cette toiture est conçue et orientée de telle manière que nous allons l'équiper, je pense, sur l'hiver 2021, de panneaux photovoltaïques, de manière, alors d'ailleurs dans le cadre d'un projet éco-citoyen, donc en impliquant d'ailleurs la population locale dans le financement et donc quelque part dans le retour sur investissement de la production d'électricité, tout ceci dans l'objectif de faire, on peut le dire, la première cave à énergie positive, puisque je pense qu'avec l'apport des quelques milliers ou centaines de milliers de kilowatts crête que nous allons produire, nous pourrons nous targuer, au-delà de notre consommation d'électricité verte déjà présente, de produire plus d'énergie que ce que nous en consommons. Merci beaucoup pour cette superbe présentation. Merci beaucoup.